Bonjour, chers amis, et comme on a pris l'habitude maintenant de le dire, chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver parce qu'au moins, je sais qu'avec vous, on peut parler. C'est pas donné avec tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Elle est de plus en plus compliquée, la semaine française. Elle est de plus en plus triste. Parfois burlesque, mais tristement burlesque. Il y a des faits dramatiques qui explosent au visage, des enfants tués dans des cités, des adolescents tués d'une balle dans la nuque, enfin des règlements de compte, l'horreur partout. Et puis il y a des horreurs qu'on voit moins, qu'on essaye parce qu'on peut le faire de cacher. Pourtant, quelquefois, elles font la une d'un journal. Et quand c'est la une du Parisien, quand même, ce n'est pas rien. C'était le cas pour l'antisémitisme, qui sévit de plus en plus en France. Oui, ce journal populaire, le Parisien, a consacré sa une à la montée, à la poussée de l'antisémitisme en France. C'est un sondage. Une enquête IFOP qui a été commandée par l'Union des étudiants juifs de France qui révèle que 91%, oui vous entendez bien, je ne me suis pas trompé en lisant le chiffre, 91% des étudiants juifs ont déjà subi des actes antisémites. Ça va de la remarque stigmatisante, vous savez la parole qui fait mal, à l'agression physique. Pourtant, cette une, elle n'a pas fait beaucoup de bruit, il faut le reconnaître, comme s'il y avait une espèce de volonté de taire ce qui se passe réellement en France. Dans ce contexte, la plupart des étudiants juifs de France aujourd'hui considèrent que la haine d'Israël, 93% d'entre eux, et l'antisémitisme, 77% d'entre eux, sont présents dans les universités et les grandes écoles françaises. Oui, les universités, le lieu du savoir, le lieu de la transmission, le lieu historique, paraît-il, de l'enseignement de la tolérance, de cette dialectique qui fait que pour parler, il faut écouter, et que pour écouter, il faut parler, eh bien c'est devenu l'endroit où sévit l'antisémitisme. Quand on écoute Frédéric Dabi, le directeur général du pôle opinion de l'IFOP, il nous dit, avant, écoutez bien, c'est un bouleversement quasi historique. C'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Oui, le vieux Le Pen, avant, il inquiétait effectivement les Juifs de France. Aujourd'hui, précise Frédéric Dabi, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la France insoumise, l'homme qui se veut le porte-parole des opprimés, fait peur aux Français juifs. Il leur fait peur. C'est ce qui ressort de cette étude. Et pour le président de l'Union des étudiants juifs de France, il y a bel et bien un problème évident de paroles antisémites chez les insoumis. Monsieur Corbière, vous qui vous en prenez à Madame Mabrouk, c'est pas moi qui le dis, c'est pas elle qui le dit, c'est le président de l'Union des étudiants juifs de France. Donc, il faut admettre que maintenant, il y a une dérive inquiétante dans les universités, dans les écoles, dans les banlieues, un peu partout en un mot, et que l'antisémitisme frappe violemment. Le phénomène n'est pas que français, il est aussi européen, à tel point que Bruxelles a présenté en 2021 une première stratégie de lutte contre l'antisémitisme. Alors ce qui est grave, c'est d'abord et avant tout que l'antisémitisme frappe, mais c'est qu'il sévit dans l'université. Et que, apprend-on, personne ne réagit. Quand il y a eu des incidents graves, notamment lorsqu'un vieux déporté âgé de 95 ans était venu faire une conférence à Lyon 2
et que des étudiants ont crié « Mort à Israël ». Et que, avec beaucoup d'à-propos, pour leur répondre, il a répondu « Mort aux cons ». Ça, c'est... Le problème, c'est que les cons ont une survivance absolument planétaire et métaphysique, hein, hélas. L'université a été informée de cet incident violent, antisémite. Eh bien, on apprend par l'ancienne secrétaire générale de l'Union des étudiants juifs de France que personne n'a réagi. Voilà, personne n'a réagi. C'est le maître mot dans l'éducation nationale. Personne n'a réagi. Alors oui, il est grand temps de réagir contre l'antisémitisme qui sévit dans les universités et qui sévit partout, parce que les Juifs de France sont nos frères de France. Il n'y a pas que sur le plan moral que la France est en grande difficulté. Il y a aussi sur le plan économique. Et toutes les difficultés que le pays rencontre reposent, entre autres, mais essentiellement, sur l'immense crise économique dans laquelle la France est entrée. On ne va pas dire qu'elle y entre, elle est dedans. La tempête est là. On est véritablement dans une situation où on peut dire que la France s'enlise dans l'inflation. C'est la tiers-mondisation du pays. On le voit dans tous les domaines, pénurie de médicaments, crise de l'hôpital, difficulté pour obtenir des rendez-vous chez le médecin, insécurité, crise de la justice dans laquelle les greffiers ne veulent plus être traités comme des domestiques de justice, crise de la police, crise de l'autorité, crise de l'enseignement, crise dans tous les domaines. On meurt à crédit. On meurt à crédit quand on pense qu'on va encore emprunter des milliards et des milliards et des milliards, sauf erreur de ma part, je parle de mémoire, 288 milliards sur les marchés publics. Si je me trompe, vous rectifierez de vous-même, mais je ne dois pas être loin du chiffre exact. Ça veut dire dans quelle situation on est. On est devenu un pays d'emprunteurs, un pays de mendiants. Voilà la réalité. Tout augmente, et c'est ce qui montre que nous sommes bien dans une crise. L'inflation des produits alimentaires a atteint, tenez-vous bien, plus de 21% sur 2 ans. Plus de 21% sur 2 ans. Plus d'un tiers des Français n'ont plus les moyens de faire 3 repas par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des sacrifices que cela exprime, alors même qu'on voit cette scène peut-être nécessaire, j'en sais rien, mais indécente, de Macron à Versailles, en train de déguster ces homards bleus, pas du tout préparés par de Rugy, qui ne peut plus voir, paraît-il, un homard même en peinture, mais quand même cela donne une certaine idée du dédain que ce pouvoir peut manifester à l'égard de celles et de ceux qui souffrent. À Marseille, un boulanger, Paul Autexier, s'est pendu parce qu'il ne pouvait pas payer sa facture d'électricité. Et moi, je connais, près de chez moi, à Vauvert, un boulanger, pâtissier remarquable qui a dû fermer. Lui, il ne s'est pas suicidé, il est parti parce qu'il ne pouvait plus tenir boutique. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors, le prix de l'essence, vous l'avez constaté, ne fait qu'augmenter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, c'est le seul moyen que nous avons, sauf si on revient au cheval, pour nous déplacer. Il nous faut de l'essence, il nous faut du carburant. Alors, il paraît qu'on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Ben oui, des idées, ils en ont au gouvernement. À ça, il ne manque pas d'idées. Elles sont plus absurdes, plus farfelues les unes que les autres, et elles manquent de sens. Notamment quand il s'agit de l'essence. Regardez, notre Premier ministre voulait que l'essence soit distribuée à perte par les grands distributeurs. Il n'avait même pas été consulté, du reste. Bien évidemment, ils lui ont dit d'aller se faire voir à perte, hein, et ils n'ont pas du tout accepté cette mesure. Bon. Quand on pense qu'il y a 60% de taxes d'État sur le prix de l'essence, on voit à quel point on se fout complètement de nous. Et puis maintenant, il faudrait que la grande distribution modère les marges
sur ses bénéfices dans les secteurs alimentaires. Bon, moi je ne suis pas contre la modération des bénéfices, mais si on modère les bénéfices, si on intervient dans le fonctionnement bénéficiaire des entreprises, ça va poser un sacré problème de liberté et d'activité économique. Non, enfin bon, on en est là. La France est le pays le plus pauvre quasiment de l'Europe. C'est le parent pauvre de l'Europe. Et puis, tout se complique aussi avec notre ami Ursula qui a décidé que les produits agricoles ukrainiens vont arriver comme ils voudraient sur le marché. Droit de douane supprimé sur tous les produits ukrainiens. Et puis comme ça, on reçoit le poulet, on reçoit le blé, on reçoit le sucre ukrainien qui fait une concurrence dévastatrice à tous nos marchés. On est pauvre, on est endetté et en plus on est ces 3 points de suspension. Cette crise morale compliquée par une crise économique, elle se traduit dans la vie de tous les jours par des souffrances collectives mais aussi individuelles. Et je veux vous parler d'une de ces souffrances. C'est le coup de gueule contre l'injustice, un cri de douleur, un cri de désespoir, celui de Véronique Montguillot. Vous savez, c'est la veuve de Philippe Montguillot. On l'a oublié parce que les assassinats sont tellement nombreux qu'ils s'oublient. C'est le chauffeur de bus qui a été tué à Bayonne en 2020. 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour les auteurs de ce forfait horrible, alors que l'avocat général avait réclamé 15 ans. Voilà, cette malheureuse a pu dire à quel point elle était scandalisée, choquée. Alors comment comprendre? C'est un jury populaire? Est-ce que le jury populaire a encore son mot à dire? Ou est-ce que ce sont les magistrats qui disent? Les magistrats ont-ils encore leur mot à dire ou est-ce que c'est le jury populaire qui dit? C'est un mystère, hein. C'est le mystère du délibéré de la cour d'assises. On ne sait pas. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que ce verdict n'est pas à la hauteur de l'horreur des crimes, du crime qui a été commis. Véronique, l'épouse, la veuve, elle espérait une condamnation à 30 ans de prison pour les 2 hommes. Et elle a dit, eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café. Moi, mon époux, c'est fini. Il est entre 4 planches. Cela, je l'ai entendu dire par tous les parents de toutes les victimes, qui vivent, qui survivent avec un sentiment d'incomplétude dans la justice. C'est une réalité. La justice, aujourd'hui, n'est plus capable de répondre à l'attente de justice. La vie d'un chauffeur de bus ne vaut pas grand-chose pour la justice française. La famille, elle a été condamnée à perpétuité. C'est que l'état de la justice en France est dramatique, non pas seulement parce que son ministre va comparaître dans quelques jours devant la Cour de justice de la République, ce qui est un fait inédit, inouï, mais dans cette République triste, tragique et comique, tout passe, mais aussi parce que depuis 2022, un rapport de la Commission européenne, que je vous cite, pour l'efficacité de la justice, chapeauté par le Conseil de l'Europe, souligne, et ce n'est pas rien, le retard pris par la France dans le financement de ses institutions judiciaires. La justice française, d'après les États généraux de la justice 2021, n'a plus les moyens de remplir son rôle. Un pays dans lequel la justice n'a plus les moyens de remplir son rôle, c'est un pays qui a perdu le sens de sa mission essentielle. Si tout va aussi mal, du point de vue individuel et collectif, vous me direz le collectif est fait de l'addition des individus, bien sûr. C'est parce que sur le plan international aussi, les choses se passent franchement très mal. Regardez ce que l'Azerbaïdjan est en train de faire. Pour beaucoup d'entre vous, je suppose, comme ce fut le cas pour moi, l'Azerbaïdjan, on ne sait pas trop où le situer sur une carte. Il a fallu que je me procure une carte pour aller regarder. Je vous invite à faire de même pour comprendre. L'Azerbaïdjan, c'est un partenaire fiable pour
Ursula von der Leyen des SMS planqués entre elle et Pfizer. Un partenaire fiable. Ah bon? Pendant des années et des années et des années et des années et des années de peur, de terreur, c'est le père, Aliyev, qui était au pouvoir en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, démocratiquement, c'est depuis 19 ans le fils qui est au pouvoir, Ilham Aliyev. Et on dit que c'est un partenaire fiable. Il y a vraiment deux visions de la démocratie dans l'Union européenne. Alors, pourquoi cette dernière a-t-elle passé un accord avec l'Azerbaïdjan? Et à quel point l'Union européenne est-elle dépendante de ce pays qui agresse l'Arménie et qui veut, c'est son but, occuper probablement, on n'en a pas encore la certitude, mais des indicateurs inquiétants sont là, qui veut occuper le sud de l'Arménie. Pourquoi? À quel point l'Europe est-elle indépendante de l'Azerbaïdjan? Regardez la carte. Regardez bien les images sur ce pays et à quel point il est frontalier de l'Arménie et à quel point son appétit est aiguisé par la faible proie chrétienne que représente l'Arménie. En 2022, Bakou a livré 12 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe, soit un volume supérieur de plus de 30% par rapport à 2021. Les Européens ont versé 15,6 milliards d'euros à l'Azerbaïdjan en 2022 en échange de son gaz. L'accord de juillet 2022 prévoit de passer de 12 milliards à près de 20 milliards pour le gaz acheté. Cela ferait de l'Union européenne le premier client de l'Azerbaïdjan. Oui, vous avez bien entendu, le premier client de l'Azerbaïdjan, ce pays où on gouverne de père en fils pendant des années et des années sans aucune possibilité d'expression démocratique. Interrogés par le Figaro, des experts relativisent. L'Azerbaïdjan a davantage besoin de l'UE que le contraire. C'est un débouché économique important pour Bakou. Mon œil, depuis qu'on a fait la guerre à la Russie, on a un besoin vital du gaz de l'Azerbaïdjan. Pour un autre expert, alors que l'Union européenne consomme 400 milliards de mètres cubes de gaz par an, Bakou lui fournit une petite quantité de l'ordre de moins de 5%. Oui, mais ces 5%, ils sont vitaux. C'est comme quand on manque un peu d'air. Même si c'est un peu d'air, on manque d'air. Et s'il n'y a pas le peu d'air dont on a besoin, on s'étouffe. Et bien là, si on n'a pas les 5% de gaz, on n'est pas capable de faire face aux questions d'approvisionnement. C'est tout. Et le Figaro explique que nul n'ignore, et je cite, que Bakou gère ses achats d'armes avec ses revenus énergétiques, piliers de son économie, dopés grâce au surcroît de demande gazière du vieux continent. Voilà, on paye le gaz, et avec cet argent européen, Bakou, l'Azerbaïdjan, achète des armes. C'est beau, l'Europe de la paix. C'est beau, hein, l'Europe de la morale, hein, l'Europe de la surveillance des comportements moraux. D'autant que les projets de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sont plutôt inquiétants. Comme je vous le disais tout à l'heure, on sent peser sur les Arméniens du Haut-Karabakh déjà la violence et la brutalité. Et on sait que l'Azerbaïdjan voudra, je vais être prudent parce qu'il n'y a pas encore de réalisation, s'emparer du sud de l'Arménie. On est dans le projet pan-turc et on donne de l'argent à Erdogan pour qu'il retienne les migrants et il nous fait du chantage quand il lâche les migrants pour avoir encore de l'argent et on donne de l'argent à l'Azerbaïdjan qui achète des armes. Bravo, vive la paix
des violents. Voilà, bonne semaine quand même, hein. On garde le moral. De toute façon, on est obligé d'avoir le moral, parce que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Alors il fait un peu nuit, donc croyons à la lumière. Allez, merci, bon courage, hein, et heureux d'être avec vous.